J'ai toujours aspiré à une famille simple et ordinaire. Ayant grandi en famille d'accueil, j'étais seul au monde. J'ai eu des parents d'accueil quand j'étais enfant, mais pas de lien de sang. Je voulais une famille à moi. Une famille parfaite, avec un mari aimant, des enfants adorables, et moi. Alors, quand un homme au cœur généreux m'a demandé en mariage, j'étais aux anges. Avec cet homme, je pensais, je pourrais construire cette famille ordinaire dont j'avais toujours rêvé. Mais en y croyant, j'étais le plus grand des idiots. Mon mari, Georges, m'ordonnait sans ménagement après une longue journée de travail. Anne, prépare le dîner maintenant. Maman et Émilie ont faim. À peine 2 secondes après être rentré, il me commande de préparer le dîner. Georges, ma belle-mère, ma belle-sœur, aucune d'elles ne pense à cuisiner. À 29 ans, je travaille pour une grande entreprise. Georges, mon mari, était un collègue que j'ai rencontré dans la même entreprise. Georges est actuellement au chômage. Georges a 30 ans, mais comme il n'a pas pu entrer à l'université juste après avoir terminé le lycée, nous avons obtenu notre diplôme universitaire la même année. Tout d'abord, je dois mentionner que Georges est actuellement au chômage. Il a eu un différend avec son patron au service des ventes et a démissionné. Georges était en colère contre son patron, mais je savais autrement. Même si Georges et moi étions mariés, nous travaillions dans la même entreprise mais dans des services différents. Je travaille au service des affaires générales, je m'occupe du travail de bureau. Mon dévouement et mon travail acharné étaient appréciés et respectés par mes collègues. C'était pendant ce temps que le directeur du département des ventes, où travaillait Georges, est venu me demander conseil. Alors que je lui demandais nerveusement ce qui n'allait pas, il a ouvert la bouche fatigué. Aujourd'hui, votre mari a soudainement remis sa démission. En étiez-vous au courant? Choqué par la question hésitante du directeur, j'ai secoué la tête. On ne m'a rien dit. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? En réponse à ma confusion visible, n'ayant vraiment été consulté sur rien, le directeur a expliqué la situation. Selon le directeur des ventes, Georges quittait le travail de manière décontractée même si ses tâches n'étaient pas terminées. De plus, il imposait son travail supplémentaire à ses collègues timides. Lorsque le directeur l'a confronté à ce sujet, il a éclaté de colère. Georges avait prétendu à tort que nous partagions les tâches ménagères puisque nous travaillions tous les deux. De plus, il a obstinément insisté pour partir à l'heure, affirmant qu'il était inquiet pour sa mère et sa sœur fragile. Lorsqu'il a utilisé sa situation familiale comme excuse, la direction n'a pas pu être stricte avec lui. Cependant, un collègue qui avait été chargé du travail de Georges s'est plaint de stress mental et physique et a voulu démissionner. Le directeur a conseillé à Georges que s'il donne la priorité à sa famille, il devrait terminer son travail seul. Georges, en colère que son argument n'ait pas été accepté, a quitté son emploi de son propre chef. Pour être honnête, je suis soulagé qu'il ait démissionné. Tout en tenant compte de mes sentiments, le directeur des ventes a exprimé ses pensées sincères. Georges était arrogant et faisait peser sa charge sur les autres malgré son incompétence. Lorsque son patron lui faisait remarquer cela, il réagissait avec colère sans réfléchir à son comportement. D'après ce que j'entends, Georges n'était qu'un fardeau pour le département des ventes. Se sentant coupable, je me suis excusé profusément, je suis profondément désolé pour les ennuis causés à tout le monde dans le département des ventes. Le gentil directeur du département des ventes m'a rassuré en me disant que ce n'était pas de ma faute. Et il était dégoûté par Georges, qui avait quitté son emploi sur un coup de tête, sans consulter sa femme. Juste pour confirmer, est-ce qu'il fait vraiment le ménage? Et vos membres de la famille sont-ils malades? Toutes ces affirmations sont fausses.
Je fais tout le ménage, et ma belle-mère et ma belle-sœur sont en bonne santé. En entendant mon témoignage, le directeur a sincèrement exprimé sa sympathie en disant « Je vois, c'est dur ». Et c'est ainsi que mon mari Georges s'est retrouvé au chômage. Il croyait qu'il trouverait un nouvel emploi tout de suite, mais le monde réel est dur. Malgré ses efforts pour trouver un emploi, il continuait de faire face à des refus. Georges est rancunier envers son ancien patron, croyant qu'il l'avait dénigré auprès d'autres entreprises. Je peux jurer que mon entreprise ne se livre pas à de telles pratiques. Même après avoir remis sa démission, il est de notoriété publique parmi les travailleurs de rester dans l'entreprise pendant au moins un mois. Il y a des questions comme la passation de travail et des procédures à régler. Cependant, Georges a claqué sa lettre de démission sur le bureau du directeur et est rentré chez lui le jour même. Il était évident pour moi qu'une personne aussi déraisonnable ne serait pas embauchée par une entreprise quelconque. Georges était content de donner sa petite indemnité de départ à sa mère et sa sœur. Il a été élevé dans une famille monoparentale avec sa mère et sa sœur. Aînée. Leur père a divorcé de leur mère et est parti, ce qui semble avoir été une décision sage. Ma belle-mère et Émilie sont en bonne santé et capables de travailler, mais elles ne font rien. Je peine aux dépenses de subsistance et je fais tout le travail. Chaque fois que je demande à Georges de m'aider à la maison, il me crie dessus. Ma mère et Émilie sont ma précieuse famille. Tu es ma femme, donc tu devrais être dévouée à nous aider. Ça n'avait aucun sens pour moi, alors je lui ai répondu sèchement. Oublie ta mère, mais Émilie a 23 ans. Au moins laisse-la trouver un travail à temps partiel. Georges adorait beaucoup Émilie, qui avait 7 ans de moins que lui. Émilie profitait également de la gentillesse de Georges, implorant de l'argent de poche. Comme je refusais catégoriquement de lui donner de l'argent, Georges a commencé à travailler à temps partiel. C'était un emploi de gestionnaire d'entrepôt pour un service de messagerie. Georges raconte aux gens autour de lui qu'il a quitté son emploi dans une grande entreprise parce que sa famille était malade. C'est un homme qui ment comme il respire, juste pour préserver sa réputation. Et ainsi, les gains de Georges à temps partiel sont devenus les dépenses de rendez-vous d'Émilie. Ne faisant aucun ménage ou travail, Émilie a commencé à sortir avec des hommes. J'en avais assez que ma belle-mère vole les factures de mon portefeuille par cupidité pour l'argent. Même si j'en parlais à Georges, il se fâchait contre moi. Prends soin de ma mère si tu es ma femme. C'est pourquoi je ne supporte pas les gens qui ont grandi tout seuls en famille d'accueil comme toi. Ma belle-mère se moquait de moi, en me traitant de méchante. Anna, tu es si méchante. Je vivais mes jours avec la pire famille. Mais un jour, une rencontre qui a changé ma vie quotidienne déprimante est arrivée. Une rencontre qui a changé ma vie quotidienne déprimante est arrivée. Quand je suis rentré à la maison après avoir fait des courses après le travail, il y avait des chaussures inconnues à l'entrée. Elles étaient des baskets pour hommes de grande taille. J'ai pensé que nous avions un invité, car les chaussures étaient plus grandes que celles de Georges. Puis, un jeune homme est apparu. Il était grand, avait un visage beau, et ses cheveux étaient châtain clair. Quand j'ai pensé qu'Émilie avait amené son petit ami, l'homme s'est excusé. Je suis vraiment désolé. J'étais sur le point de sortir avec Emily, mais je vais me retirer. Contrairement à son apparence frivole, son ton était poli, un jeune homme sage prenant des décisions judicieuses. J'ai spontanément demandé au jeune homme qui s'apprêtait à partir avec ses baskets, « Quel est ton nom ?» Je suis la belle-sœur d'Émilie. Anne. Lorsque je me suis présenté, le jeune homme a levé les yeux et a souri un peu. Il avait l'air d'un joueur, mais il avait une expression intelligente. Je m'appelle James. Je travaille comme barman. Emily était une habituée du bar où je travaille. D'après lui.
Émilie lui a fait des aveux et il était sur le point d'accepter, mais il a décliné. La raison en était qu'Émilie a montré sa vraie nature et a tout dévoilé à cause de l'alcool. Tout mon argent vient du travail à temps partiel de Georges. Ma belle-sœur est avare et laide. Elle me fait travailler et faire le ménage. James a profondément regretté son manque d'expérience et le fait de ne pas avoir su reconnaître une bonne femme à cause de cela. Mais c'est une personne au cœur généreux qui n'a pas pu laisser la souris d'Émilie sans surveillance et la ramener chez elle. Depuis, James a payé le taxi. Juste à ce moment-là, ni Georges ni ma belle-mère n'étaient à la maison. Alors, James a pris notre clé de maison à Émilie, qui était ivre, et l'a portée jusqu'à notre salon. Je ne pouvais pas la laisser à l'entrée. Je vous jure que je n'ai rien volé, madame. Il semblait étudier dans une école professionnelle pendant la journée et travailler comme apprenti barman la nuit. Émilie l'avait appelé après l'école. Émilie avait menti en disant qu'elle travaillait dans un magasin de vêtements. James n'a pas percé à jour les mensonges d'Émilie et n'a remarqué sa vraie nature qu'au dernier moment. Il peut avoir l'air d'un joueur, mais c'était un jeune homme sérieux et sincère. Ses cheveux blonds clairs éclatants étaient de sa couleur naturelle. Je suis métisse. Voici la carte de visite du bar où je travaille. Désolé pour le dérangement. J'ai travaillé au. Désolé pour le dérangement. Il est en retard, mais il a dit qu'il est prêt à travailler maintenant. Je vois. Merci de ramener Émilie à la maison. Passez un bon service. Quand j'ai dit ça, Jean est rentré chez lui avec le sourire. Normalement. Je signalerais normalement un jeune homme qui était à la maison sans permission et avait un lien avec Émilie, mais j'ai intuitivement pensé que Jean était une personne digne de confiance avec une bonne nature. C'était un point positif qu'il n'ait pas été trompé par Émilie. Quand je suis entré dans le salon, Émilie était effectivement ivre et endormie. Elle était ennuyeuse, mais pour éviter de traiter le potentiel de froid, je l'ai couverte d'une couverture. Soudain, Émilie s'est réveillée et a ouvert la bouche, incapable de prononcer ces mots exactement. Et, où est Jean? Mon petit ami aux cheveux bruns. Si beau. Émilie a ri avec arrogance, a vérifié son téléphone et a poussé un cri. Jean lui avait dit verbalement qu'il ne pouvait pas la fréquenter, mais c'était en vain. Émilie était trop ivre pour comprendre les intentions de Jean, mais le malin Jean avait poliment décliné par un message. Émilie n'avait aucun souvenir de révéler sa vraie nature. Elle pleure et est en colère, se sentant abandonnée par Jean. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai été trompée. Celle qui a trompé Jean était Émilie, mais c'était aussi malheureux pour Jean. Alors que j'ignorais le vacarme et commençais à préparer le dîner, Georges et ma belle-mère sont rentrés à la maison. Et en entendant le récit d'Émilie, Georges est devenu furieux. A-t-il eu des ennuis avec toi? Émilie? Où ça va été-il? Je lui donnerai un coup de poing pour toi. Nous allons demander des dommages et intérêts. Pauvre Émilie. En effet, Émilie est stupide et pitoyable. Mais c'est entièrement dû à son propre ressentiment. Comme je craignais de causer des ennuis à Jean, Émilie m'a regardé avec colère. Anne, as-tu dit quelque chose à Jean? Elle m'a montré le message sur son téléphone, ce qui m'a fait pousser un cri. Le message disait « Je ne peux pas sortir avec un menteur ». Émilie avait révélé tout cela ivre, mais elle pensait que c'était moi qui avais parlé. Georges et ma belle-mère m'ont aussi confronté. Alors j'ai expliqué la vérité de ma rencontre avec Jean à l'entrée. Il essayait de s'occuper d'Émilie et s'apprêtait à quitter la maison quand nous nous sommes croisés. C'est tout. J'ai affirmé que je n'avais rien dit d'inutile. Émilie, mangeons des sushis aujourd'hui. Ce sont des sushis de qualité.
Georges a décidé de commander des sushis en livraison de son côté. Et il a commencé à manger les sushis de qualité avec ma belle-mère et Émilie, tout en profitant de mon argent, sans toucher au dîner que j'avais préparé. Manger des sushis en famille, c'est le meilleur. Cela compense la cuisine habituellement terrible. Georges a aussi approuvé et ri avec ma belle-mère, tout en supportant leur moquerie. Je me sentais encore plus vide. Est-ce là la famille que je voulais quand je me suis marié? Que c'est stupide. Soudain, le visage de mon seul membre de la famille avec qui j'avais pris mes distances après le mariage a surgi dans mon esprit. Et pour une raison quelconque. Je me suis souvenu du sourire bienveillant de Jean et j'ai été séparé. Un tournant pour moi est arrivé plusieurs jours plus tard. En nettoyant la maison pendant mon jour de congé, Georges m'a apporté un carnet de banque. Voyant la notification de dépôt, j'ai paniqué. Le carnet de banque enregistrait les économies que j'avais soigneusement accumulées avant notre mariage. Georges m'a montré la carte de retraite et le cachette avec un air triomphant. Je donne les 100 000 $ que tu as économisés à mes parents et m'assure. C'était l'argent que j'avais économisé pour les dépenses futures de notre enfant. Je pensais que si nous avions un enfant. Mais Georges a complètement nié mes rêves, disant « Je tiens plus à ma mère et m'assure qu'à notre enfant ». J'avais espéré construire une famille heureuse et ordinaire, mais cela semblait impossible. J'ai montré à Georges les papiers de divorce que j'avais préparés pour lui. Si tu acceptes cela, nous divorçons. C'est fini entre nous. C'était la fin des choses avec lui. Ignorant Georges, qui était ravi de 100 000 $. J'ai fait mes valises. Ensuite, j'ai quitté la maison et soumis les papiers de divorce, qui m'ont conduit à la maison. Ensuite, j'ai quitté la maison et soumis les papiers de divorce, qui ont été enregistrés sans problème. Moi, après avoir divorcé de Georges, suis retourné chez mon père adoptif. Mon père adoptif est souvent absent à cause du travail, donc essentiellement. Je vis seul. Quand je suis parti de chez moi, j'ai appelé mon père adoptif. Anne, reviens à la maison familiale. Moi, qui avais été en rébellion contre mon père adoptif depuis l'adolescence, avais envie de pleurer. Malgré notre relation tendue, mon père adoptif m'a pardonné, moi qui avais été si ingrate. Vivant tranquillement à la maison, les souvenirs de mon enfance me sont revenus. Le fait que j'ai été retiré de l'orphelinat pour être placé chez mon père adoptif. À cette époque, j'avais une mère adoptive qui m'aimait comme si j'étais sa propre fille. Cette mère adoptive est décédée d'une maladie lorsque j'étais au collège. Depuis lors, j'avais été en rébellion contre mon père adoptif. J'étais seul car mon père adoptif était souvent absent à cause de son travail. Mais maintenant que j'y pense, mon père adoptif et feu ma mère adoptive se sont occupés de moi. J'étais fixé sur l'idée d'une famille normale et avais oublié l'amour de ceux qui m'étaient proches. Je suis maintenant divorcé. Un énorme poids est tombé de mes épaules. Avec ce poids en moi, je travaillais maintenant dur. C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé Jean. Quand j'allais quitter le travail, j'ai croisé le directeur du département des ventes dans le hall de l'ascenseur. Quand j'ai commencé à dire « Bon travail aujourd'hui », le directeur m'a gentiment parlé. Tu as traversé beaucoup de choses. Tu as l'air mieux qu'avant, et je suis tellement heureuse pour toi. Le directeur était au courant de mon divorce avec Georges. Il m'a sincèrement félicité d'avoir bien tenu le coup. Alors que je me suis incliné et suis entré dans l'ascenseur, le directeur a parlé d'un ton sérieux. Il y a un bar dont on parle dans le département des ventes. Je veux y aller, mais c'est un peu trop chic pour un vieux comme moi. J'ai entendu dire que le directeur a une femme et des enfants qui sont au lycée. Quel genre d'endroit est-ce? Un café ou quelque chose?
Ensuite, le manager m'a supplié. C'est un bar. Je ne bois pas, mais je suis fasciné par les bars. Il m'a humblement demandé de l'accompagner. Je sais que le manager est une personne sincère, alors j'ai décidé de l'accompagner au bar. Le bar, recommandé par les employés du manager, était un joyau caché dans le sous-sol. Le manager a dit, ne soyez pas nerveux, en ouvrant la porte du magasin. L'intérieur était vraiment chic, le genre de décoration que les jeunes apprécieraient. J'ai suivi le manager dans le magasin, mais j'ai été choqué quand j'ai regardé le comptoir du bar. James? Le barman était James, que j'avais rencontré avant le divorce. Il était un peu surpris aussi, mais a vite souri. Bienvenue. Ça fait longtemps. Anne. Les mots du barman flashy et séduisants ont fait hausser la voix au manager. Vous vous connaissez. Les femmes de mon département parlent d'un homme très séduisant qui travaille ici. Il ressemble à un acteur. Alors que le manager riait. James semblait gêné. Pas du tout. Je suis juste un apprenti barman. Que souhaitez-vous commander? Je ne suis pas habitué au bar, donc j'ai commandé ce que James recommandait. Le manager a commandé un cocktail sans alcool. Le bar était calme et la clientèle était raffinée. Le père de James était censé être le propriétaire. Au début, je me suis rebellé et je suis allé à l'université, mais j'ai fini par être inspiré par le travail de mon père. Jean a préparé un cocktail et j'ai annoncé que je venais de divorcer. Alors que je buvais le cocktail bleu clair, le patron était exceptionnellement furieux. L'ex-mari de cette femme est scandaleux. Je n'aurais pas dû lui accorder une allocation de retraite. Patron, auriez-vous bu un cocktail sans alcool? Jean a préparé un soda à la menthe, en souriant à moi qui forçais d'un sourire. Il a offert le soda à la menthe gratuitement au patron. Le patron s'est un peu calmé et a demandé en buvant le soda à la menthe, « Et monsieur, est-ce que vous envoyez des boissons des autres clients? Comme dans les drames ?» Jean a ri joyeusement au patron qui posait sérieusement la question. Je ne l'ai jamais fait. Légende urbaine, peut-être. Je passais d'un bon moment au bar quand soudain mon téléphone a sonné. J'allais sortir, mais Jean m'a dit que c'était bon de répondre à l'appel ici. Après d'avoir confirmé qui c'était Georges, mon ex-mari dont je venais de divorcer. J'ai été agacé par l'interruption de cette joyeuse réunion, mais j'ai répondu car les appels étaient insistants. Avant que je puisse demander l'objet de l'appel, Georges s'est plaint bruyamment. Je ne peux pas retirer d'argent. Votre solde est à 0. Bien sûr. C'est après d'avoir transféré le dépôt sur un autre compte. Réfléchis Y. Est-ce que quelqu'un garderait un livret avec un dépôt de 100 000 $ dans une maison où vivent ces 3 personnes cupides? C'est sûr qu'il serait volé, donc j'ai dû prendre des mesures à l'avance. Le livret que Georges m'a volé était un leurre. Le vrai était soigneusement caché par moi. C'est pourquoi j'ai toujours les 100 000 $. Quand je lui ai dit, Georges était stupéfait. Lui, mon ex-belle-mère et Émilie passaient d'un moment luxueux à l'étranger. Ils ont joué, et à mesure que leurs fonds commençaient à s'épuiser, ils ont essayé de puiser dans mes 100 000 $. Cependant, ils n'ont pas pu retirer l'argent et étaient tellement bouleversés qu'ils m'ont appelé. Georges m'a menacé d'envoyer immédiatement tous mes biens. J'ai refusé. J'ai remis le livret de famille obéissamment. J'ai également abandonné la maison dans le partage des biens. J'ai déclaré froidement que je n'en savais plus rien. Pendant ce temps, Jean m'a demandé de lui prêter mon téléphone. Devant moi dans le but, il a exigé sans pitié de Georges, il y a une note de 3 000 $ pour les boissons de votre sûre. Je suis désolé, mais veuillez payer. Après avoir dit seulement cela, Jean m'a rendu mon téléphone.
Alors travaille dur pour ta mère bien-aimée et t'assure, grand frère. George a crié à l'aide, mais j'ai raccroché. Quand je me suis excusé pour avoir fait des histoires. Jean m'a offert un cocktail avec un sourire. C'est pour moi. Et un gingembre pour le patron. Craquons au tournant rafraîchissant des événements. Jean, le patron, et moi avons trinqué au sort misérable de Georges. À partir de ce moment-là, Georges est vraiment tombé dans un enfer de dettes. Lorsqu'il était désemparé dans un hôtel à l'étranger, un gentil monsieur s'est approché de lui. Le monsieur était président dans la finance et lui a proposé de lui prêter de l'argent si Georges était en difficulté. Georges, qui avait un besoin urgent d'argent, a sauté dessus sans réfléchir aux intérêts. Résultat, sa dette a explosé à 500 000 $ et il était en crise. Le gentil monsieur a même préparé un emploi pour lui afin de rembourser le prêt. Maintenant, il semble que Georges travaille sur un bateau de pêche. Personne ne sait où il est maintenant. Émilie et ma belle-mère avaient une obligation de remboursement. Travaillant du matin au soir, sauf pour dormir. Ils ont vendu leur maison et vivent maintenant dans un petit appartement. Je vivais comme d'habitude chez mes parents. Aujourd'hui, de manière inhabituelle, mon père adoptif était aussi là, donc nous discutions. Vous êtes bien préparés, poussant mon ex-mari à vous. Celui qui a prêté de l'argent à Georges et l'a effectivement envoyé dans un piège à dette était mon père adoptif. Il était une figure connue dans l'industrie financière, bien connecté dans divers domaines. Georges était en voyage familial à l'étranger avec mon cadeau de départ. C'était impossible avec le salaire de son emploi à temps partiel, mais il a vendu tous mes bijoux. Georges était extatique parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il s'éclatait à l'étranger avec cet argent. Quand je me suis marié, mon père adoptif m'a dit de protéger une chose. Il a strictement ordonné que lorsque je divorce, je devrais laisser les bijoux et la maison. Je suis toujours étonné de ton audace, papa. Mon père adoptif avait des liens avec l'acheteur de métaux précieux que Georges utilisait. Il avait des informations selon lesquelles Georges, qui a vendu mes bijoux, partait à l'étranger. Tu arrives juste à temps devant Georges et tu vois tout à travers. J'ai failli recracher mon thé en riant de ce qu'il a dit. Après les mois de Georges, le manager a pris goût à Jean. Il a donc amené d'autres collègues au bar. C'est alors que mon boss a dit à Jean, « Jean, as-tu quelqu'un qui t'intéresse ici? Sois honnête. » Sous l'impulsion de la question directrice de mon manager, il m'a regardé en expliquant. Jean, âgé de 23 ans, avait des sentiments unilatéraux pour moi. Il semblait m'apprécier depuis notre première rencontre. James était autodépréciatif à propos d'être immature et de ne pas être assez bon pour moi, mais le manager était catégorique. James, tu es un super gars. Son apparence et sa personnalité. Va lui dire ce que tu ressens. J'ai essayé d'arrêter l'élan du manager, mais c'est James qui m'a avoué ses sentiments. Je t'aime, Anne. Si tu acceptes quelqu'un d'aussi inexpérimenté que moi, mettons-nous ensemble. Attends. J'ai 29 ans. Je suis 6 ans plus âgé que toi. Et je suis aussi divorcé. Ce n'est pas un problème. Je t'aime, Anne. Dans un tel retournement de situation. J'ai maintenant un petit ami de 23 ans. Mon manager était ravi, disant « Je suis ton wingman ». Je pensais dire plus tard à mon père adoptif, mais il a découvert. Je suis allé au bar de Jean. C'est un jeune homme très gentil. Il est différent de ton ex-mari qui te rabrouait. Papa, tu vas trop vite. Mon père adoptif a toujours été inquiet pour moi. Bien qu'il soit une personne extrême qui pourrait en faire beaucoup à Georges qui m'a manqué de respect, c'est un père attentionné. Je suis plus que ravi d'être la fille de cet homme. Merci.
Quand j'ai dit à mon père adoptif ce que je ressentais avec un sourire, il m'a souri en retour. La prochaine fois que je prends une pause, je pensais d'aller aux sources chaudes avec mon cher père adoptif. Jean viendra aussi avec nous. J'ai promis de l'épouser. La prochaine fois, Jean va saluer mon père adoptif. Je suis sûr que mon père et Jean formeront une bonne famille. J'ai annoncé à mon père avec un sourire que j'allais commencer une nouvelle famille. Mon père a souri et a dit « Félicitations. Anne,